étant l'est de Villeray et le sud de Saint-Michel. Et je suis élu depuis 12 ans et je me représente encore cette élection-ci au même poste pour une quatrième fois. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain Wallet, d'avoir accepté notre invitation pour cet enregistrement sur le plan, sur les activités, sur le plan que vous voulez présenter à notre communauté. On va aborder quatre thématiques aujourd'hui. Donc, on va parler du logement, on va parler de la jeunesse et l'intégration, on Mhm. va parler aussi de la citoyenneté, la lutte contre la discrimination, et en fin de compte, le dernier point, ça va être sur la sécurité publique. Donc, on va commencer par le premier point, le logement. Comme vous savez, Monsieur Wallet, le logement est devenu un enjeu important pour l'établissement des familles, surtout les familles à faible revenu et puis les familles immigrantes. Et on aimerait savoir comment vous comptez aborder ce problème-là, c'est-à-dire en termes de mesures concrètes que vous proposez pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables à Montréal. Parfait. Vous voyez là, dans mon parti, Projet Montréal et son chef, Luc Ramouin, l'ont dit à plusieurs reprises là, pendant la campagne, le logement est la priorité numéro un. Parce qu'on le sait, là, il y a une crise du logement. Il y a aussi une crise de l'itinérance. On estime qu'un itinérant sur deux qu'on voit présentement dans nos rues, hein, puis là, quand on dit dans nos rues, c'est plus juste au centre-ville, on en voit là, le long des stations de la ligne bleue maintenant, euh, se retrouvent dans la rue uniquement parce qu'ils ne trouvent pas un logement abordable. Donc, on parle là, qu'il n'y a pas de problème santé mentale, pas de problème de consommation ou les deux. C'est uniquement, ils ne trouvent pas de logement abordable. Euh, donc, évidemment, au cours des 8 dernières années, notre parti maintenant qui est au pouvoir avec Valérie Plante, ou même moi localement là, depuis 12 ans, évidemment, le logement a toujours été une priorité, mais là, on fait des choses, mais on veut encore accélérer davantage, quitte à diminuer l'intensité qu'on fait sur d'autres mesures sans nécessairement les arrêter. Il y a deux phénomènes qui sont vraiment importants. Il faut, pour régler la crise, il faut, un, augmenter l'offre globale. Donc, juste Mhm. plus de logements le plus possible. Comment on fait ça? Ben, premièrement, en juillet dernier, on a adopté le nouveau plan d'urbanisme mobilité. Ça faisait des années et des années là, que le plan d'urbanisme de Montréal était désuet. Ce qui ralentissait beaucoup de projets parce qu'il y a beaucoup de projets, mettons, un peu plus denses ou un peu plus hauts qui se ramassaient dérogatoires. Et quand il y a un projet dérogatoire, c'est un processus beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher aussi et incertain que quand un projet peut être directement de plein droit. Donc ça a été adopté, ce qui va permettre justement de venir densifier certaines zones et de permettre aussi de redévelopper d'autres secteurs. Donc, euh, donc, ça permet, par exemple, dans des quartiers déjà construits, de faire un peu plus de densification douce, mettons, ajouter des étages un ici, élargir, etc. Mais ça permet aussi de développer des secteurs là, qui sont soit présentement vierges ou qu'on veut redévelopper. Juste dans le prolongement de la ligne bleue, on parle de facilement 20 000 logements. Il y a aussi Blue Bonnets qu'on veut redévelopper. Il y a déjà un projet qui s'en vient. Le bassin Peel. Puis il y en a plein d'autres à travers la ville de Montréal. Donc ça, le but, c'est vraiment comment mettre plus de logements, puis aussi accélérer la livraison de permis pour justement le faciliter, dans le fond, augmenter l'offre. Par contre, nous, on n'a jamais cru que juste augmenter l'offre était la solution à tous les problèmes. Parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est pas tant. Oui, il y a un problème de crise du logement, mais il y a surtout un problème d'abordabilité du logement. C'est-à-dire que même on voit, là, il y a des appartements des fois qui sont maintenant alloués depuis plusieurs mois, ce qui n'était pas un phénomène qu'on voyait nécessairement des dernières années, parce que le monde n'a juste pas les moyens de s'offrir le prix demandé. Et ça, pour agir sur l'abordabilité du logement, oui, évidemment, d'avoir plus d'offres, ça va aider, ça va éliminer un peu de pression, mais ce n'est pas suffisant. Et là, dans le fond, il faut utiliser sur l'ensemble du spectre. Donc, par exemple, pour sortir, par exemple, des personnes itinérantes de la rue ou éviter qu'ils tombent dans la rue, on a acheté des complexes modulaires qui étaient utilisés par des travailleurs qui travaillaient sur des chantiers là, sur la côte nord pour rapidement là, être capable de sortir des gens. On est venu aussi protéger les maisons de chambre. Des maisons de chambre, là, j'en ai dans mon district, là, dans François Perrault. On est venu les protéger. On est venu resserrer le règlement sur le Airbnb. Parce qu'on sait, là, il y a plusieurs logements, surtout dans des quartiers touristiques ou des quartiers là, proches de stations de métro, qui sont sortis du marché.
pour être offert aux touristes. Oui, on aime avoir les touristes à Montréal, mais pas au détriment, évidemment, de notre population locale. Également aussi au niveau on fait aussi des projets, on aide les groupes qui, eux, travaillent soit dans les logements abordables ou logements sociaux. Juste dans l'arrondissement, là, on est allé acheter, on a fait acheter l'ancien hôpital chinois qui appartenait au gouvernement du Québec. Là, on a passé, là, dernier conseil d'arrondissement, on va le démolir, puis on va faire un nouveau projet de logements sociaux à cet endroit-là. En ce moment même, dans mon district, il y a un chantier, le coin sud-ouest de Tilmont et Iberville, un chantier de la maison Saint-Dominique, c'est des futurs logements sociaux avec une clientèle particulière, donc avec clientèle avec déficience intellectuelle légère, et il y a accompagnement sur place. Il y a aussi l'ancien site Esposito que, sans aide du logement social, a plus de logements que le projet initial, mais il y a surtout une entente avec la SCHL pour avoir du logement abordable. Et il y a aussi le gros chantier qui s'en vient, toujours sur le boulevard Saint-Michel, près entre Villeray et Crémazie, de la SHCN. Et là, on parle vraiment là, d'énormément de logements sociaux abordables. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et c'est ça aussi qu'on a fait. Il y en a beaucoup des fois qui disent, nos opposants, ben, regardez, vous n'avez pas assez fait pour l'itinérance, puis ils prennent juste le montant qu'on met, mettons, directement aux organismes, mais ils oublient de montrer les centaines de millions qu'on a fait en achat de terrain pour être Mhm. capable justement d'aider les organismes à construire des logements sociaux. Parce que même si ce n'est pas la ville elle-même qui construit les logements sociaux, en achetant des terrains, en aidant à ficeler des montages financiers, on est capable finalement de faire sortir de terre des logements sociaux, ce qui est absolument essentiel. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Excellent, Monsieur Wanet. Oui, ça répond bien. Donc, c'est- c'est- ça répond à la question. Et puis, j'aimerais maintenant passer à la deuxième thématique qui concerne plus la jeunesse et l'intégration. Vous savez Mhm, que l'intégration et l'épanouissement des jeunes sont essentiels pour l'avenir de notre communauté, dans le sens large. Donc, ma question pour vous, c'est comment comptez-vous financer aussi bien les programmes de loisirs pour les adolescents que les infrastructures, donc les deux aspects, programmes et infrastructures pour les jeunes, surtout pour faire face pour prévenir le décrochage et puis les problèmes de gangs de rue mhm. qu'on connaît les dernières années. Oui. Je dirais qu'il y a deux volets à la question. En fait, il y a comme deux niveaux d'intervention. Il faut savoir que l'essentiel du sport loisir est géré en arrondissement. Et moi, dans notre arrondissement, dans Viry-Saint-Michel, Parc Extension, là, euh, tout l'aspect sport, loisir, développement social a toujours été prioritaire, et notamment les jeunes. C'est-à-dire que si, par exemple, il n'y aura jamais assez de plateaux sportifs, d'arénas, de terrains de soccer euh, pour être capable de répondre à 100% de la demande. Donc, quand on doit prioriser, surtout des plages horaires, ben, on priorise toujours la jeunesse. Ce qui fait en sorte que, par exemple, mettons les plages horaires les plus prisées, là, soit après l'école, en début de soirée, on va toujours prioriser les jeunes si on a à faire un choix. Quitte à ce que les adultes, on les mette soit plus tard en soirée, hein, parce qu'ils n'ont pas nécessairement étudié pour le lendemain matin, ou encore dans la journée ou dans d'autres plages horaires. Donc, ça, c'est un choix qu'on a fait de longue date ici dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. L'autre chose qu'on a fait en arrondissement, on n'est pas le seul à l'avoir fait, on a le programme Accès Loisirs. Ça, c'est un programme là, qui permet, on garde d'avance des places dans certains programmes, certains cours pour des enfants de familles démunies. Et ça, c'est des places qui sont gratuites. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Évidemment, il faut passer via les organismes et on les réserve en fait avant même le début de l'inscription. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais il n'y a pas juste les sports. Si on prend, par exemple, j'ai inauguré il n'y a pas longtemps nouveau studio d'enregistrement au sous-sol de LCSM, le Loisir communautaire Saint-Michel, qui est situé dans l'ancienne hôtel de ville de Saint-Michel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sur place, il y avait des témoignages là, de grands ados, jeunes adultes, qui disaient à quel point là, ça avait changé leur vie. Il y en a même un qui disait, regardez, là, je ne serais pas encore vivant. C'est comme ça, il a donné espoir à la vie, ça lui a donné une vocation. Évidemment, c'est pas, il y en a, ça leur a permis d'accélérer même des carrières musicales. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
La ville de Montréal aussi supporte évidemment des fois des plus grosses infrastructures quand, par exemple, mettons, il y a des niveaux plus élites. Aussi une répartition des investissements entre les arrondissements. Ça, c'est une chose que Projet Montréal a fait au niveau du financement des arrondissements pour plus prendre en compte les besoins réels. Il y avait des quartiers historiquement que il n'y avait pas d'installation nécessairement, alors qu'il y a quand même des grosses poches de pauvreté. Donc, si on a aussi au niveau de la ville à prioriser, mettons, on veut rajouter un gymnase, ben, au lieu d'en rajouter un dans un quartier où la majorité de la population est riche, alors qu'il y a vraiment un trou, par exemple, dans un endroit où une population qui est beaucoup plus pauvre et qui a moins accès aussi à des cours parce qu'ils n'ont pas s'il n'y a pas de viol public, ils n'iront pas nécessairement dans le privé. Donc là aussi, c'est pour prioriser ce genre d'investissement-là. Mais on aimerait bien ça. Tu sais, il y a un gros acteur qui est de plus en plus absent, qui est le gouvernement du Québec, parce que surtout dans notre arrondissement, la majorité des gymnases sont tous dans des établissements scolaires qui ne nous appartiennent pas. C'est pas la ville de Montréal, c'est le gouvernement du Mhm. Québec. On avait une entente et là, Québec a mis ça à mal. On a réussi à refaire des ententes, mais c'est pas idéal. Je sais que dans d'autres juridictions à travers le monde, souvent, les villes euh, ont directement à la charge les bâtiments scolaires qui permettraient euh, peut-être une meilleure, euh, comment je veux dire, une meilleure optimisation parce que là, de plus en plus, les écoles, et c'est tout à leur honneur, ont de plus en plus d'activités pour les jeunes. Donc, mais sauf que là, on se fait compétition pour les mêmes plages horaires de gymnase. Et des fois, c'est le même jeune aussi. Donc, c'est pas idéal, mais bon, c'est le contexte dans lequel on vit. Même chose, là, je ne sais pas si vous connaissez bien là, François Perrault, l'école même Joseph François Perrault. Mhm. euh, il y a une faculté de musique, là, ils sont reconnus, là, le programme hors-études de musique. Euh, et c'est une des très rares places où il y a ça dans une école publique, surtout à Montréal. Ça fait 30 ans que la communauté réclame une salle de concert et c'est perpétuellement repoussé par le gouvernement du Québec, entre autres parce que euh, si c'est un programme, par exemple, sport-loisirs, le ministère, le ministère de l'Éducation est habitué de faire des gymnases, mais là, comme ça concerne un autre ministère, qui est le ministère de la Culture, puis les deux ministères ne sont pas habitués de travailler ensemble, ça ne fonctionne pas. Je trouve ça quand même assez décevant, alors qu'on a vraiment là, un beau joyau ici dans un quartier qui dessert là, une communauté pauvre, là. Euh, et puis ça permet, hein, c'est tout le temps la même chose, que ce soit le sport, le loisir, les arts, etc. C'est toujours le même principe, hein. Si on n'occupe pas les jeunes, ben, c'est eux qui vont nous occuper. Très bien, très bon point. Oui, effectivement, effectivement. Euh, l'autre sujet qu'on aimerait aborder avec vous, c'est la citoyenneté et la lutte contre la discrimination. Comme vous le savez, le problème de profilage racial est une réalité Mhm. que les jeunes et les moins jeunes vivent, surtout les communautés immigrantes racisées. On aimerait savoir quelle action spécifique vous proposez pour lutter contre le profilage racial et surtout, une des questions qui revient de plus en plus souvent, c'est la transparence dans le traitement des plaintes de profilage. Je sais que ça touche pas mal d'aspects, mais c'est une question qui nous est revenue assez souvent. L'autre aussi question qu'on aimerait aborder avec vous, c'est par rapport toujours à la citoyenneté, la lutte contre la discrimination, c'est l'engagement, votre engagement envers le soutien aux organismes communautaires comme le nôtre pour œuvrer pour l'intégration et lutter contre la discrimination. Mhm. Euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est en effet, là, il y a beaucoup de jeunes, ben, pas juste des jeunes, là, mais en effet qui sont victimes, puis tu sais, dans leur parcours de vie, ça peut être assez traumatisant et démotivant aussi. Tu sais, on a Mhm. besoin, en fait, on a besoin il y a tellement de problématiques présentement au niveau local, au niveau mondial. Dans un monde idéal, on aurait besoin de toutes les forces vives parce que nos infrastructures doivent être reconstruites. On a des malades à soigner. On a la lutte contre les changements climatiques à faire. On a besoin de tout le monde. Et ces divisions-là, évidemment, n'aident pas ce climat-là. Et aussi, ben, justement, là, ça peut amener des jeunes à, comment je veux dire, à peut-être préférer justement des activités, par exemple des gangs de rue, etc. Parce qu'ils disent, ben, regardez, de toute façon,
je veux dire, tel employeur, de toute façon, ils ne vous voudront pas. Donc ça, je pense que c'est... puis, il y a tout l'aspect aussi d'équité et de justice, là. Je veux dire, tu sais, des iniquités, là, on veut le plus possible éliminer ça dans une société démocratique moderne là, comme la nôtre. Si je prends spécifiquement au niveau de Montréal, parce qu'évidemment, là, on ne contrôle pas tout ce que les employeurs sur l'île font. On ne contrôle pas non plus les grandes politiques là, qui sont faites soit par le gouvernement provincial Mhm. ou fédéral. Mais nous, on a commencé là, comme Projet Montréal, notre parti politique, à probablement montrer l'exemple. Là, depuis que Valérie Plante a été chef là, de v'là 8 ans, puis encore cette année là, avec le Cramouin, on a montré l'exemple probablement dans le recrutement des candidats. Euh, euh, la première lutte, ça a été d'être dans la zone paritaire, hein, homme-femme. Parce qu'en politique, là, historiquement, ça a toujours été une histoire de gars blancs, on va se le dire. Et alors, on a lutté très fort. Et là, on est allé dans la zone paritaire. Après ça, on a beaucoup travaillé pour avoir justement des candidats issus de la diversité, pour aussi mieux représenter les quartiers, là, parce que, il y a des quartiers justement là, où il y a différentes communautés qui sont quand même assez présentes et on veut avoir cette représentation-là au sein même de nos instances politiques représentatives. Aussi, à l'interne, tu sais, la Ville de Montréal, c'est 28 000 employés. On a évidemment des programmes d'embauche spécifiques. On regarde vraiment là, euh, les cadres sont quand même évalués là-dessus pour savoir justement euh, est-ce qu'on est-ce qu'on se rapproche euh, le plus possible de la composition actuelle de la population montréalaise. Et c'est ça, en fait, l'objectif. Parce que historiquement, quand on regardait, là, mettons, la composition de la force de travail à la Ville de Montréal, c'était variable de différents domaines. Pardon, excusez-moi. Mais il y avait une grande disparité entre Mhm. la composition des effectifs versus la population en général. Puis on essaie de se rapprocher. Donc, autant hommes-femmes, mais aussi au niveau diversité. Il y a aussi des équipes maintenant qui sont spécialisées pour le traitement des plaintes à l'interne, parce que des fois, il y avait des fois de la discrimination ou du harcèlement à l'intérieur même des équipes de travail, soit en deux personnes, même niveau hiérarchique ou avec un supérieur immédiat, pour justement là, être capable de traiter ce genre de problématique-là. Et sinon, évidemment, ça peut être variable d'un arrondissement à l'autre, mais par exemple, nous, on soutient là, comme arrondissement euh, énormément d'organismes. On a même une charte qui permet de classer les organismes à trois niveaux. Euh, et tout dépendamment du lien avec la mission de l'arrondissement. Donc, c'est sûr qu'il y a par exemple, certains organismes qui sont beaucoup plus, là, mettons, en sport loisir, mettons, auprès des jeunes. Je veux dire, c'est beaucoup plus proche, par exemple, la mission d'arrondissement. Donc, des fois, on va même leur offrir là, un financement à la mission des locaux. Sinon, il y a d'autres organismes qui sont dans notre arrondissement, qu'on les reconnaît. Ils sont un peu plus éloignés. Donc, là, des fois, on va dans certains cas, offrir un local, partager, ou des fois des contributions. Donc, ça dépend, mais il y a aussi d'autres sources de financement, notamment au niveau de la ville-centre, au niveau là, de tout ce qui est, de tout ce qui est, voyons, au niveau de la culture, entre autres. C'est non? Merci. On va continuer sur la même lancée. Donc, on a commencé à parler à propos de la sécurité, les gangs de rue. Mhm, Donc, c'est le dernier sujet qu'on aimerait aborder avec vous par rapport à la sécurité. Donc, la sécurité, on aimerait aborder surtout la problématique des gangs de rue. Est-ce que vous avez des programmes spécifiques vraiment pour la prévention et l'intervention? Et l'autre chose aussi qu'on aimerait aborder avec vous, c'est le comment comptez-vous améliorer le sentiment de sécurité dans les quartiers en général? mhm. Est-ce que c'est une stratégie qui a été mise en place ou sur laquelle vous travaillez au niveau de Montréal en général et puis euh, de Saint-Michel et Villeray en particulier? Parfait. Euh, on a la chance, en arrondissement, là, notre directrice d'arrondissement, Nathalie Vaillancourt, Elle a, elle a grandi dans Saint-Michel et elle a fait à peu près tous les paliers hiérarchiques de l'arrondissement avant de se rendre comme directrice d'arrondissement. Mhm. Et, euh, et elle a connu à l'époque le Saint-Michel où il y avait des gangs de rue. Et il y a eu plusieurs programmes à l'époque qui ont été mis en place, qui ont bien fonctionné.
Et ça avait tellement bien fonctionné que finalement, il y avait plusieurs programmes qui ont disparu au fil des temps. Est arrivée la pandémie, Mhm. et la pandémie, pour des raisons sanitaires, on nous interdisait de faire plusieurs activités qui étaient dédiées aux jeunes. Mhm. Que ce soit en sport, en loisir, en intervention. Et puis là, puis même des fois, on leur disait là, à la santé publique, regardez, là, je veux dire, OK, vous nous interdisez ça, mais les jeunes se rencontrent quand même. Puis, puis là, ben, je veux dire, puis on avait très, très peur que finalement, tous ces gains-là, acquis depuis 10-20 ans, ben, on les perde. Puis en effet, on en a perdu beaucoup à cause des confinements parce qu'on n'était plus capable d'occuper les jeunes. Et là, ben, en fait, depuis, ben, justement, grâce à notre directrice qui se rappelait là, des choses qui avaient fonctionné à l'époque, on dit, ben, on va recommencer ce qu'elle avait fait. Une des choses qui était le plus important, c'était de ramener des intervenants pivots. Donc, dans chacune de nos écoles secondaires publiques francophones, c'était d'avoir là, quelqu'un qui est là, pas juste pour une base d'un an, là, pour plusieurs années, là, pour avoir le temps de faire des liens avec nos adolescents, pour être capable justement là, d'encadrer les jeunes et de faire aussi des interventions, que ce soit avec le SPVM, que ce soit avec nos autres organismes, pour être capable justement là, d'éviter que des jeunes tombent dans la criminalité. Donc, dès le départ, pour identifier certains jeunes et surtout leur montrer qu'il y a d'autres options qui sont agréables dans la vie pour les occuper. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites. Au niveau de la ville de Montréal, je dirais que le plus gros gain, ça a été d'aller chercher le chef de guerre, qui est un ancien, qui est d'ailleurs commandant du poste de Saint-Michel, que Mme Plante est allée chercher là, quand il était directeur à Longueuil. Et c'est toute son approche. Il a beaucoup, beaucoup travaillé sur le recrutement de policiers. Euh, Là, présentement, on le sait, là, il y a quelques années, il manquait beaucoup de policiers dans les rues. Il y en avait beaucoup qui partaient à la retraite. Bon, c'était un cycle. Et donc, il y avait beaucoup de policiers aussi qui étaient épuisés parce que justement, avec du temps supplémentaire obligatoire, là, on a atteint le plein niveau. Il n'y a jamais eu, en fait, autant de policiers à Montréal. Mhm. Euh, mais l'autre chose, c'est qu'il n'est pas juste allé chercher du nombre. Il est allé chercher aussi des policiers, de la façon qu'il est allé recruter. Regardez, il veut une police moderne et adaptée au contexte. Il y a de moins. J'ai pu assister, il n'y a pas longtemps, à une assermentation de nouveaux policiers. Et tu sais, dans le discours, il dit regardez, là, des vols à l'étalage de banque. Je veux dire, c'est pas le quotidien, là. Je pense qu'il n'y en a pas eu à Montréal depuis peut-être 20 ans, là. Par contre, des appels de santé mentale, des conflits intrafamiliaux, des choses comme ça, vous allez beaucoup être appelés à ce genre de cas qui sont plus des fois reliés à des problèmes sociaux que des problèmes de criminalité. Donc, quand il est allé euh, faire le recrutement, il est allé chercher des jeunes policiers et policières qui ont ça aussi en tête pour être capable, là, comment être capable de régler les problèmes qui sont sur le terrain, que la population ne craint, dans le fond, oui, que les criminels euh, euh, craignent les policiers, mais que le reste de la population n'ait pas à craindre les policiers. C'est pour ça aussi qu'on les voit maintenant de plus en plus dans des activités communautaires. Il y a même là, leur mascotte, le flic, là, qui va voir les jeunes. Il y a eu ici, là, dans le poste de police mobile aussi qui s'est stationné près voyons, de la station Saint-Michel pour que ça soit plus accessible auprès des gens. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut une police qui desserve les citoyens, puis d'arrêter que la population euh, ait une crainte des policiers. Ce qu'on veut, c'est que les criminels craignent les policiers et c'est tout. Mais pas mal. L'autre chose aussi, quand j'ai assisté à Toi la parole, donc Mhm. il y avait des jeunes de Saint-Michel qui sont venus discuter et ça m'a étonné à quel point il y avait des jeunes que la sécurité, c'était parmi parmi leurs grandes préoccupations. Donc, quand on dit que donc c'est important de les écouter, c'est important aussi qu'ils sentent là, que dans leur quartier, euh, ben, d'un qui peut faire confiance aux policiers, puis qu'il y a aussi des fois d'autres choses. J'ai fait rajouter il n'y a pas longtemps de l'éclairage. Il y avait un bout du parc François Perrault qui était sombre dans l'allée principale entre le métro pour se rendre à l'école. Mhm. Donc, ça, c'est des petits détails comme ça là, qu'on peut faire pour améliorer le sentiment de sécurité. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Wallet, d'avoir répondu à nos questions. Malheureusement, on n'a pas plus de temps. J'aimerais vous inviter à partager avec nous un dernier mot, un dernier appel Oui. avant de terminer cette entrevue.
Parfait. Ben, d'abord, merci encore pour l'occasion qui m'a été donnée de faire cette entrevue avec vous. J'irai, regardez, il y a des élections qui s'en viennent dimanche prochain, le 2 novembre. N'hésitez pas, c'est un droit démocratique que vous avez de pouvoir voter. C'est un privilège qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas. Malheureusement, le taux de participation dans les élections municipales sont faibles. Donc, regardez les plateformes. Évidemment, je prônais pour ma paroisse, là, Projet Montréal, équipe Luc Rabouin, mais prenez le temps de voter, c'est important. Excellent. Encore une fois, merci,